Je suis parti de Paris, et là, je reviens de Lausanne. Avant, j'étais à Montréal, je suis passé aussi aux Pays-Bas, j'ai pris l'avion pour Toulouse, et je remonte à Paris en passant par la Corrèze. J'ai fait la connaissance de Gian, en service de soins palliatifs, au CHU de Lausanne. Il cite Kierkegaard, Benjamin, chez Ipso. Un cabinet médical différent. Eux, ils jouent collectif. Antoine, lui, est pharmacien sur le plateau des Mille Vaches. C'est le gardien des poisons. Quant au docteur Brunet, bluffant, avec son lac de data et l'intelligence artificielle qui va avec. Joss et son réseau de soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Et enfin Dominique, à la clinique Pasteur de Toulouse. Alors lui, il cite Lacan et l'amour. On se retrouve avec ce mot leader qui est quand même attaché, enfin qui signifie diriger. Et pour moi, je ne vois pas dans ce que tu viens de m'énoncer quelqu'un qui dirige. Je vois quelqu'un qui va guider l'ensemble des personnes. C'est-à-dire, exactement comme on dit un guide spirituel, il n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, il est là pour conserver un cap, en donnant à chacun finalement est venu là de son propre chef et sait ce qu'il veut faire. Donc c'est finalement de lui permettre de réaliser son propre projet, sa propre vision des choses, mais il ne peut pas lui dire quelle est sa vision. Chaque individu a sa vision du projet, il ne peut pas lui dire c'est comme ça. C'est comme dans la vie, quoi. Si tu aimes les gens, eux-mêmes ils sont vivants, donc ils proposent des choses, et puis s'ils ont besoin de toi et qu'on est dans une relation normale, ben, tu peux les aider. S'ils n'ont pas besoin de toi, ils font sans toi. Mais si tu permets ça, c'est-à-dire tu calques pas une espèce de concept présupposé qu'il faut se comporter comme ça dans le monde du travail. Si tu as ça, les initiatives, les engagements, les choses magnifiques, elles se font naturellement. Et puis si à un moment donné, moi, parce que je trouve que ça bouge pas assez, parce que je dois soigner mes névroses, eh ben, je leur dis, je trouve que ça bouge pas assez. Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut potentiellement être payé, c'est effectivement une intersection extrêmement vertueuse pour demain se dire tous les matins quand je me lève, je vais changer le monde. Tout en gagnant ma croûte, tout en étant heureux, tout en faisant quelque chose dans lequel je m'épanouis, en rencontrant des gens très intéressants, en apprenant tous les jours. C'est surtout comment est-ce soi-même se donner les moyens donc le moyen, ça s'entretient, ça n'arrive pas comme ça. C'est pas une levée de fonds, c'est pas un chèque en blanc, c'est pas et c'est jamais facile de se donner les moyens. Moi j'ai souvent la réflexion, ah oui mais toi t'es sur le plateau de Mille Vaches, les pharmaciens travaillent ensemble, c'est facile. Non, c'est pas facile. Ça fait des années et des années que je travaille au corps les uns les autres pour leur faire comprendre que la clé de la survie, c'est l'interdépendance. Ipso, c'est l'approche relationnelle. Une approche relationnelle qu'on veut bienveillante, à la fois vis-à-vis des patients et aussi dans la manière de gérer les équipes en interne. Notre conviction, c'est qu'on peut faire qu'il y a à la fois une frustration de pas mal de patients dans leur relation avec leurs soignants, pas forcément parce que les soignants sont de mauvaise volonté ou n'ont pas des bonnes valeurs, mais parce qu'ils n'ont pas forcément tout l'environnement qui leur permet à la fois de donner le meilleur d'eux-mêmes d'un point de vue relationnel et d'avoir l'approche qu'attendent aujourd'hui un certain nombre de patients, c'est-à-dire une approche qui est très peu hiérarchique, très transparente dans l'échange d'informations, complètement non jugeante. Notre conviction, c'est que la bonne approche culturelle dans la relation avec les patients se construit aussi et d'abord en interne dans la manière dont on va construire les relations au sein des équipes. My ideas were that we could increase quality very easily. We could offer a very good environment for nurses to work in, and we could reduce costs very easily by organizing it much different. C'est tout ensemble de nouvelles pratiques, de technologies, de façons de faire
qui sont implantées, parce que l'innovation, il faut que ça soit intégré dans les pratiques, et qui ont pour but de créer de la valeur. Et en santé, c'est d'augmenter la performance du professionnel, de l'individu, de l'équipe, de l'organisation ou du système de santé, pour in fine améliorer la santé et le mieux-être des patients. Pour nous, c'est ça qu'on entend par innovation. Et donc, se dire qu'on va réserver du temps, on va engager 15% de plus d'infirmières pour que chaque infirmière ait du temps d'innover et de prendre un pas de recul pour dire est-ce que ce que je fais auprès de mon patient améliore réellement ses soins, pour nous, ça va créer de la valeur. Et la valeur, c'est par un gain de qualité, un gain d'efficience, un gain d'expérience patient ou expérience employée ou d'économie de coût. Mais l'économie de coût n'est pas la seule variable. Oui, la santé fondée sur la valeur, il faut aller introduire des techniques qui permettent de créer de la valeur pour le patient en termes de qualité, mais également de coût pour le système de santé. Mais c'est dans cette perspective-là qu'on le voit. C'est pas engager pour engager, c'est pour engager pour que chacune ait de l'espace-temps, comme les médecins, comme les professionnels, pour pouvoir innover. Au début, ça marche pas bien. Au début, mes patients, les clients attendaient. J'ai même perdu des patients et des clients parce qu'à un moment donné, ils attendaient trop, on n'avait pas forcément les bons produits. C'est vrai que quand on change le fonctionnement d'une pharmacie, tout comme n'importe quelle organisation, qu'on passe sur un nouveau paradigme en ayant des outils qui sont au final des versions bêta, mais qui ouvrent un potentiel intéressant, on essuie les plâtres. Enfin, je veux dire, tous les innovateurs essuient les plâtres. On n'atteint pas un objectif idéalisé dans notre tête en un week-end. Ça, on peut pas le faire tout seul. Ouais, l'égoïsme dominant, c'est quelque chose de naturel, ça existe, ça a toujours existé. La question c'est pourquoi il faudrait attendre la fin de notre vie pour être altruiste, par exemple. L'altruisme, je sais pas ce que ça t'évoque là, mais... L'altruisme, ce que ça évoque, c'est que ce que je sais, à la fois pour l'avoir vécu et pour l'avoir vu, c'est que dès qu'il se passe quelque chose, un dysfonctionnement, quel qu'il soit, chez un humain qui peut être un accident, quelqu'un qui se fait mal, quelqu'un qui peut même trébuche dans la rue, le premier geste de la plupart des gens autour, je ne parle pas des voyeurs, etc., mais la plupart, c'est d'aider, c'est de venir porter secours. Donc on a quand même, je pense qu'il y a une majorité dans un groupe humain, s'il y a un phénomène, il arrive un accident, il y a quand même une majorité du groupe qui va avoir un premier instinct, sans s'occuper de savoir qui est tombé, pourquoi, ni comment, qui peut être son pire ennemi, qui peut être quelqu'un qu'elle détesterait autrement. Et son premier geste, c'est l'humain au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est de mon espèce et je vais lui porter secours. Donc pour moi, c'est fondamental. L'altruisme fait partie de nous, absolument. Et c'est quelque chose qui a été, sclérosé, je ne sais pas quel terme employer, mais il est en nous, puisqu'à chaque fois qu'un événement un peu extraordinaire arrive et nous fait sortir justement de ces fameuses lunettes, c'est-à-dire de notre façon de voir et de se replier sur soi-même, c'est d'aller vers l'autre. Alors, ce que j'ai appris en allant à domicile, c'est que j'avais un ego, que Narcisse était bien développé, et puis que quand même, j'avais envie c'est le pédiatre de nouveau, j'avais envie de sauver ces gens, peut-être avec un peu une étoile du berger qui restait là. Donc ce que ça m'a appris, ça lentement, progressivement, sur plusieurs mois, avec l'aide des collègues. Oui, je suis consciente que j'ai une paire de lunettes, je suis consciente que ces lunettes sont celles d'une femme de mon âge, chrétienne, judéo-chrétienne, qui vit dans ce pays-ci. Et comment je fais en sachant ça? Je suis moi-même toujours en supervision. Je suis moi-même toujours dans un temps où j'ai besoin de quelqu'un qui me renvoie le fait que tu es en train de regarder avec tes lunettes, tu ne regardes pas avec les autres. Et j'ai encore besoin de ça et je pense que ça fait partie de mon hygiène aussi, comme accompagnante spirituelle, d'être toujours dans ce processus où j'apprends à apprendre. Parce que pour donner, j'ai aussi besoin moi-même qu'on me rappelle le fait que coucou, c'est ton cadre à toi, mais il y en a d'autres. Le plus dur, c'est pas de comprendre les idées nouvelles, c'est de se libérer des anciennes. Travailler avec les autres, collaborer, partager, co-développer, co-construire,
Donc il faut avoir confiance les uns dans les autres. Alors l'altruisme, dans ces cadres, est quelque chose qui est défini par un système des valeurs qui a été validé dans plus de 20 000 personnes autour du monde, où il y a en effet 2 axes de valeurs. Et l'axe qui nous intéresse, c'est les valeurs concernant les soi, donc les valeurs égoïstes, donc le pouvoir, la réalisation de soi, etc., l'hédonisme, et les valeurs qui transcendent le soi. Donc, c'est les valeurs comme la bienveillance, l'universalisme, etc. Et là, il y a un questionnaire qui permet de séparer ces valeurs. Et dans la population tout venant, c'est les valeurs égoïstes qui priment, mais dans la population des patients en fin de vie, n'importe quelle maladie ils ont, c'est toujours les valeurs altruistes qui priment. Donc, on pourrait dire que les patients en fin de vie découvrent finalement ce qui est important et ils sont récompensés, entre guillemets, par une amélioration de leur qualité de vie. Et ça pose vraiment la question, pourquoi est-ce qu'on doit être en toute fin de vie pour reconnaître finalement que l'altruisme améliore notre qualité de vie. Ok, très bien, l'humain c'est cool, on est d'accord, le collectif pour la personne, mais la personne pour le collectif. Ouais, mais qui finalement... oui, on en revient. Enfin, on qu'est-ce que la tu question de qui, du leader, c'est-à-dire ouais. qui chapeaute tout ça, qui guide tout ça, qui organise tout ça, quel est le capitaine du navire. Bon, déjà, dirigeant, c'est pas super naturel. Hein. Toi, le mec, un jour, qui se réveille, qui se dit... Non, mais moi, je pense avoir les capacités intellectuelles et la dimension éthique pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes à mes côtés. Ouais, ça va, quoi. Rien que pour penser ça, il faut avoir un problème, quoi. Donc moi, si je me suis mis dans une posture de dirigeant, c'est bien que j'ai un problème psy à la base, quoi. Sinon, je ferais un métier normal. Donc juste cette introspection-là, le fait de réaliser ça, d'accepter ça, puis d'en faire quelque chose qui peut être constructif, positif pour soi-même, en espérant que ça peut être constructif pour les autres, c'est le début de la responsabilité de quelqu'un qui est en charge d'influencer les décisions des autres, quoi. C'est le b.a.-ba, ça. Et je trouve que ce truc-là, c'est très 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 peu abordé dans le monde du travail, ça. C'est abordé par le coaching, l'épanouissement personnel, nanana, mais c'est jamais abordé sur le simple fait qu'au départ, tu te construis autour de quelque chose qui est hyper bizarre. Se positionner dans un groupe humain comme celui qui va être en charge d'influencer le groupe, de prendre des décisions pour le groupe, ça veut dire que tu as quand même un problème à la base, quand même. I think that's also the force of Buurtzorg and the way we grew. I think we grew really organically, like life. And you need to allow to grow organically. And growing in France will be different than growing in Holland. Even growing in Amsterdam is different than growing in a village south in Holland. So the strength of this model of Buurtzorg is that it's agile. It's like all little cells that can grow on their own. And will fit in their local context. Ça se joue sur le temps. On fait une première rencontre, la personne dit comment est-ce qu'elle voit sa partie du cours. Moi, je parle de ce qu'on avait pensé au sein du groupe de travail pour le cours. Éventuellement, je montre quelques séquences vidéo, je fais des analogies avec d'autres cours, et puis la personne fait un peu d'expérience, et puis on débriefe ça, et puis la personne peut m'accompagner à un des cours que j'anime moi, pour voir comment je fais au sein de mon binôme ou de mon trinôme dans l'animation, ou comment les autres font au sein de ce binôme et trinôme. Et puis, la personne grandit dans son rôle d'enseignant. C'est apprendre à enseigner. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si moi, il a fallu qu'il y ait eu Charles-Henri Rapin, quand j'étais pratiquement dans les années propédeutiques ou juste après, puis Pierre Christeller et d'autres, pour que j'arrive ensuite à, il s'est passé donc, je ne vais pas dire, mais bien plus qu'une décennie. Et donc, il faut laisser un peu ce temps aux autres aussi. Il ne faut pas croire que les gens vont arriver à faire l'enseignement parfait, tel qu'on peut le définir dans les nouveaux concepts de pédagogie du jour au lendemain. C'est un processus, c'est ça que j'entends par organique. C'est pas facile,
parce que chacun se positionne dans la vie en fonction d'un territoire donné, à un moment donné. Donc, mais notre objectif n'est pas d'avoir des positions d'autorité. Notre objectif est toujours de trouver des solutions. Et comme la plupart du temps, c'est le terrain qui trouve les solutions, bah, il faut que notre hiérarchie comprenne l'importance du terrain et donc inverse sa façon de faire et sa façon d'être. Parce que le blocage que peut entraîner des positions un peu rigides dans des institutions quelles qu'elles soient, parce que vous représentez un groupe ou vous représentez une autorité quelconque, bah ça c'est source de blocage la plupart du temps. Donc il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'on essaye, ceci étant, c'est jamais parfait, hein, on essaie, puis c'est en constante évolution. Comme je disais tout à l'heure, une entreprise organique, ça veut dire une entreprise qui s'adapte en permanence, qui se modifie en permanence. I think that's always a risk with the intellectual side. So if you're thinking and talking too much and not doing anything, it's not happening. So I think there is a big, we need a big shift in combining thinking and doing. So if you have the philosophers on one side thinking about the world and the workers on the other side doing the things, the gap will never be closed. So I think if you're thinking about how can it work in healthcare, start to work as a healthcare worker and experience it. So I think we need experiences. And then we need to reflect on the experience. And then we need common sense. And not all these models and theories. Life is just life. La liberté d'expérimenter est un ingrédient clé à l'innovation. Si on n'a pas... les gens sur les terrains, je reprends, les 16 000 collaborateurs chez nous, s'ils ne se permettent pas et ne se donnent pas le droit de proposer des idées à des problématiques qui vivent sur le quotidien, l'organisation ne sera jamais une réelle organisation innovante. La clinique maintenant, la clinique par rapport à ce que moi j'ai connu au départ, hein, donc dans les années 2005, donc ça fait plus de 10 ans, moi je vois une énorme transformation où c'est un endroit où on peut se permettre d'inventer, de réfléchir à des choses qui dépassent complètement même notre fiche de poste en définitive. On est là pour réfléchir à ce que doit être un établissement de santé, avec ce côté, donc, avec des valeurs fortes hein, qui sont déclinées par la direction, mais qu'on essaye, nous, de reproduire et de réinjecter dans notre quotidien. Et c'est là tout l'enjeu, je trouve, moi. Vis-à-vis de qui je suis, de mes convictions personnelles, du poste que j'occupe, je sais que je peux essayer de faire avancer le schmilblick et je sais que je peux aller chatouiller des choses hors de mon précaré, quoi. Si on reprend le groupe, chacun peut avoir un projet qui est repris par le groupe. Chacun peut donc être le guide de son propre projet et donc faire évoluer les autres à l'intérieur de ce projet. Et donc on retrouve cette même dynamique finalement où le leader ou le guide, selon le nom qu'on lui donne, finalement peut changer de place selon les projets. C'est quand même quelque chose qui peut être facilité par le chef. Si la personne qui manage, enfin qui conduit comme ça la rencontre, invite les autres à s'exprimer, mais en accordant une véritable attention à ce qui est dit, c'est sûr que ça encourage les gens à donner leur opinion, qu'elle aille dans le même sens ou pas. La santé est un droit fondamental humain. Puis moi, j'aime beaucoup le terme « public servant » en anglais. En anglais, on utilise le terme « I am a public servant ». Donc moi, je suis là au service de la société, puis ce que je veux, c'est avoir un impact. Puis si je suis capable, un jour, que les 16 000 employés au CHUM soient des innovateurs et des créateurs, à leur façon, je me congédie, je fais autre chose. Aujourd'hui, au sein d'Ipso, je vois très peu de limites, car nous avons la possibilité de pouvoir évoluer. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné au rôle d'assistants médicaux, on ne fait pas que du simple secrétariat. C'est-à-dire que nous faisons un bilan sur nos compétences environ tous les 6 mois. On passe par des évaluations, donc c'est des hétéros mais aussi des auto-évaluations, donc c'est un exercice hyper intéressant. Ça nous permet donc de savoir quelles sont
les compétences acquises depuis, mais aussi les points d'amélioration s'il y en a, et gagner en responsabilité. Tout cela est renforcé par des feedbacks tout au long de l'année. Donc c'est une vraie mise à jour constante dans le travail d'un assistant médical. Une des raisons pour laquelle j'ai eu envie de travailler ici, pourquoi ? Parce que un jeune pharmacien dynamique qui voulait un peu changer les choses, des médecins ouverts à la discussion et de proximité pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger à propos des patients et puis avoir un réseau social aussi local, quoi. Je pense plus que c'était la région et le pôle qui avaient quelque chose à m'apporter ici en termes de qualité de travail sur le plan professionnel et de qualité de vie, plus que moi vraiment apporter quelque chose. Je le vois plutôt comme ça en fait. Ah oui, ici la gestion humaine du personnel, et ils sont à l'écoute, ils sont formateurs, ils nous poussent toujours vers le haut. Quand on demande plus de formation, plus d'écoute, ils sont quand même très présents. La direction est très présente. Alors, qu'est-ce qui me motive le matin? Bon, déjà, j'aime mon métier. Ça, c'est la base de tout. J'aime mon métier avant tout. Comment? Et on me permet de l'aimer. Voilà. Comme je vous disais, au niveau de la direction, quand on a besoin de quelque chose, quand on va amener des nouvelles, on ne nous a jamais dit non. L'essentiel, c'est de proposer. On part du principe qu'on n'est pas dans le pas possible, nous, on est dans le pourquoi pas. Donc vous voyez, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et donc, partant de là, quand vous savez on va être à l'écoute, qu'on va pouvoir discuter de quelque chose, que ça soit accepté, validé ou pas validé, on n'est pas du tout on ne subit pas, ou voilà. On sait qu'on va être écouté, on sait qu'on va nous donner à un moment de l'opportunité de faire certaines choses, ça sera validé ou ça ne sera pas validé, mais on nous laisse quand même encore cette ouverture pour pouvoir profiter des choses. Comme disaient les philosophes danois Søren Kierkegaard, si je veux aider quelqu'un, je dois prendre soin de le prendre là où il est et de commencer par là. Et si je n'arrive pas à faire ça, dit Kierkegaard, il est une illusion de penser que je puisse aider quelqu'un. Ça, c'est quelque chose de très fort. Il ne parlait pas des médecins, il parlait de l'art de l'aide, mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et j'essaye de faire apprendre cette citation par cœur à nos étudiants de médecine, parce que ça, c'est vraiment la base de tout art de l'aide, mais aussi de tout travail en milieu de soins. Et ce qui m'écoeure et ce qui me révolte, c'est que maintenant, le fait de mettre de l'humain, le fait de mettre de la participation, le fait de mettre de la liberté dans le monde du travail, c'est devenu un concept. C'est-à-dire que même ça, on va l'abîmer au travers de... Et on va le processer. Même ça, on va l'abîmer, quoi. Alors que, justement, si c'est quelque chose de sacré, on ne doit même pas l'expliquer. C'est comme demander à un artiste d'expliquer absolument son œuvre d'art. On l'abîme, on la désacralise. Donc pourquoi on irait à nouveau conceptualiser, objectiver jusqu'à la relation humaine dans le monde du travail? C'est horrible, c'est horrible.